Glissshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glissshop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Stress, avalanche, crash, dévissage. Coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skieur Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque, car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mésaventures à ski. Prêt à vous lancer ? Alors c'est parti ! Janvier 2016. C'est lors de sa première compétition internationale que le jeune rider Vincent Maharavo connaît sa plus grosse blessure. C'était lors de ma première compétition internationale aux États-Unis et j'étais comme un fou parce que une semaine avant, j'avais participé à une compétition de ski qui s'appelle le SFR Tour à Val Thorens en France et j'avais fait un bon résultat sur cette compète. Et donc le directeur de la Fédération française de ski m'avait envoyé un message et il m'avait dit « Ouais Vince, t'as fait un super bon résultat sur cette compète. Du coup, on a décidé de te sélectionner pour cette compétition internationale aux États-Unis. » Truc de ouf pour moi. Le gamin a 18 ans, je crois. 18 ans, je venais tout juste de décrocher donc cette place pour cette compète. Donc j'étais comme un fou et trop content. Je me suis empressé d'en parler à mes parents. Et là, ma mère elle me sort ouais, tu penses pas que c'est prématuré, les États-Unis et tout, c'est un peu loin pour cette compète, tout seul, sans coach et tout ça, parce qu'en fait mon coach il pouvait pas venir parce que nous on avait l'habitude de participer aux compètes en France et là aller aux États-Unis et tout ça, fallait que je me débrouille tout seul. Pour moi, c'était vraiment un rêve parce que pour un skieur, un freestyler, les États-Unis, c'est le spot de ride. Et donc voilà, c'était un rêve qui allait devenir réalité. Et c'était pas ma première fois aux États-Unis. J'étais déjà parti avec What's Your Name, donc un groupe qui fait des vidéos. Mais c'était la première fois vraiment que je partais faire une compétition là-bas. Et donc, compétition aux États-Unis, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, avec mes talents de beau parleur, j'ai réussi à convaincre ma mère. Et donc, je suis allé aux États-Unis participer à cette compétition en janvier 2016 et c'était à Mamos. Donc en fait, Mamos, c'est une station de ski en Californie qui est à 5 heures de route, je crois, de Los Angeles. Et j'étais jamais allé en Californie de ma vie et vraiment c'était le rêve parce que de l'avion je voyais la plage de Los Angeles, Santa Monica, etc. Enfin, comme dans les films. Enfin, le truc qui était incroyable, c'est que je suis arrivé à Los Angeles, c'est super chaud, les palmiers, les grosses voitures, l'Amérique, quoi. Et du coup après j'ai pris un transport jusqu'à Mamos. Et changement de décor radical, les montagnes, 5 mètres de neige à côté des routes, enfin c'était incroyable. Donc à 4 heures de route, t'as tout. Et pour passer de Los Angeles à Mamos, en fait, on passe dans un désert aride, sans neige. Enfin, c'est vraiment un décor de ouf et une expérience de ouf.
pour en revenir à la compète, je fais mes entraînements et tout ça, ça se passe assez bien. Je commence à prendre mes repères, prendre mes marques sur le snowpark. Et vraiment, j'avais un bon run et des bons tricks. Donc j'étais assez confiant. Donc je me suis dit, bon bah là, ça va le faire et tout, ça va être top. Et puis là, commence la compétition. Donc ça s'appelait US Revolution Tour, cette compétition. Et donc là, on a commencé les qualifications. On était 120 participants, il me semble. Il y avait énormément de riders. Et là, je fais mon run et tout parfait, tout nickel. Et là, boum, qualifié, je sais plus, dans le top 10. Donc pour moi, c'était un truc de ouf parce que le petit Français qui vient de ces Pyrénées, qui a jamais rien fait, qui est pas connu, il arrive aux États-Unis, là où il y a tous les meilleurs. Et boum, il se met dans le top 10. Et donc pour moi, voilà, c'était un truc de fou. Et j'étais super content. Je me suis dit, ouais, mais là, je vais réussir à marquer mon petit bout d'histoire c'est mon tremplin, en fait. Ça va me faire décoller et tout ça. C'est trop bien. Je vais faire un résultat. Je me suis déjà vu sur le podium parce que je me suis dit, il y a moyen de faire un podium avec ces résultats, les tricks que j'ai fait. J'ai vu un peu les autres participants, comment ils ridaient. Du coup, j'étais ultra motivé. Je suis rentré me coucher. J'ai fait un peu mes petits rêves. Et puis le lendemain, je me suis réveillé comme un fou, super excité, trop chaud, trop motivé. Je me suis dit bon ben là, allez, c'est aujourd'hui, c'est ma journée, c'est faire mon podium, c'est la journée pour faire mon podium aux États-Unis, montrer aux États-Unis qui je suis, etc. Enfin voilà quoi, j'étais comme un fou et j'avais bien dormi, bien reposé, super motivé et tout. Il y a tout qui allait bien. En plus, il faisait beau et tout ce jour-là. Enfin, il faisait beau. Il faisait pas grand soleil, mais il y avait pas de vent et c'est rare pour la Californie parce que c'est une zone où il y a tout plein du vent et tout. Donc journée de finale, il y avait le top 15 je crois de la compète qui était en finale. Je fais mes entraînements et tout ça, ça se passe à peu près bien et je commence à prendre mes repères et tout et ça commence à se couvrir un peu le temps. Donc on commençait à avoir un temps un peu gris en fait, et gris blanc quoi, donc jour blanc. Et donc vraiment le ciel se confond un peu avec le sol. C'est assez dangereux ça en freestyle, mais heureusement pour remédier à ça, ils nous mettent des lignes bleues au sol et donc on voit vraiment là où on va poser les pieds. Mais bon, c'est quand même plus compliqué de rider en jour blanc que quand il y a grand ciel bleu. Et donc voilà, je fais mes runs d'entraînement et tout. Et là, il y a une grosse figure que j'avais appris 2 semaines avant, qui s'appelle le double cork 1440. Donc 2 sauts périlleux avec 4 tours sur toi-même en gros, pour faire simple. Et donc je me dis bon je vais faire mon double cork 1440 pour justement accéder au podium. Comme ça, je vais leur montrer un peu et je me mets en confiance pour la compète. Il faut bien que je le fasse une fois avant les runs qui comptent. Donc là, je suis au départ, ultra motivé, ultra chaud, confiant. Je pousse sur mes bâtons. Et là, une fois que je pousse sur mes bâtons, je sais que je suis face à mon slope. Et donc, il n'y a plus que moi et mes figures, moi et ma piste. Je me concentre. Là, je réussis ma figure sur mon premier rail. Je continue. Ensuite, je réussis ma figure sur mon deuxième rail. Dans ma tête, il y a comme une liste. Et à chaque fois que je réussis quelque chose, j'y mets un petit validé à côté. Ensuite, je vais sur mon troisième rail et je le valide aussi. Ensuite, j'arrive en arrière. Je sens le vent qui souffle dans mes oreilles. Je vois le saut s'approcher de moi. Et là, je lance ma première figure. Je fais mon switch double 9. Je plaque parfait. Là, je suis confiant. Je le valide aussi. Et je continue. Et là, je lance mon double cork 1080 à droite. Je vois le sol, la neige, le ciel, le sol, je replaque. J'étais à peu près calé dans mes repères. Et là, je vais pour le dernier saut. Je vais pour le 1440, celui que je redoute depuis le début du slope. Confiant parce que j'avais réussi toutes les figures jusqu'à ce saut. Et là, je lance mon double cork 1440. Et là, impulsion, pousse sur les jambes, je déclenche ma figure, je me groupe, je passe une fois la tête en bas. Et là, je me perds complètement. Je perds tous mes repères. Je sais pas du tout où je suis. Là, je sais que du coup, je suis dans la merde.
Donc, instinct de survie. J'essaie de me débrouiller pour me faire le moins mal possible. Et là, je sens que c'est le moment de déplier, que l'airtime en fait est fini, que j'ai passé, j'ai arrivé au niveau de la réception. Donc là, je déplie mes jambes en pensant que je les dépliais sur la neige. En fait, je les dépliais sur le ciel puisque c'était jour blanc et que je me suis complètement perdu. Et là, boum, impact sur ma tête, sur mes vertèbres, sur mes cervicales. Et là, je sens la douleur, je me sens glisser le long de la réception et ça s'arrête pas et là j'arrive en bas de la réception, je m'arrête enfin et là je sais que j'ai foiré, je sais que j'ai chuté, que j'ai pas réussi ma figure et que je me suis fait mal et peut-être très mal. Et donc là, grosse remise en question, gros stress. Et là j'avais une douleur, mal à la tête, hein, voilà, tout ce que tu veux. Et puis je me retrouve allongé, tout seul au sol. Et là, je me dis, bon, ben là, je crois que j'ai pété quelque chose. Et d'un coup, alors là, une sensation, mais horrible, horrible. D'un coup, je vais pour me relever. Et là, je pouvais plus, en fait, bouger mes pieds. Je pouvais plus bouger mes jambes. Je pouvais plus sentir, en fait, ce qui se passait dans mes jambes. Du coup, je me suis tapé un gros flip. Je me suis dit, mais non, non, je me suis pas paralysé. Non, 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 non. Donc là, gros stress. Et puis après, c'est revenu. Et j'ai eu plein de fourmis dans les jambes, etc. Les secours sont arrivés. Ils sont super bien, ils m'ont bien pris en charge, etc. Donc, ils m'ont mis dans la coquille, dans la barquette, etc. Et là, le médecin, il m'explique, toujours sur les pistes, hein, que je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas senti mes jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, il me dit, non, mais en fait, c'est les vibrations, t'as dû taper fort sur ta colonne vertébrale, du coup, ça fait une espèce de décharge, en fait, dans ta moelle épinière, et du coup, peut-être que pendant une demi-seconde, j'ai pas senti mes jambes, mais pour moi, ça avait l'air d'être une éternité, parce que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, eh ben, tu penses à beaucoup de choses et tu te remets en question sur énormément de points, parce que tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques tels pour ce sport? Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Est-ce que je vais pouvoir recourir? Est-ce que je vais pouvoir faire la fête? J'en sais rien. Il y a plein de choses qui passent dans ta tête à ce moment-là. Et du coup, gros moment de stress. Bref, je savais toujours pas ce que j'avais. Donc là, ils m'ont mis en barquette, ils m'ont embarqué dans l'ambulance au pied des pistes. Donc l'ambulance est venue me chercher. Là, ils m'ont amené dans un petit hôpital à côté de la station de ski, toujours Mamos, Montaigne. Donc ils m'ont emmené dans ce petit hôpital, ils m'ont passé les examens, etc. Et là, donc je me suis retrouvé à attendre 1 heure dans le lit d'hôpital. Et puis t'as le médecin qui arrive. Et là, gros stress et tout. Je me dis, allez, qu'est-ce qu'il va me dire et tout. Et le temps d'attente, franchement, était horrible parce que quand tu te fais ce genre de blessure dans ta tête, tu te poses plein de questions et tu vois, tu te demandes, tu t'es stressé, tu te demandes est-ce que je vais pouvoir remarcher, courir, est-ce que je vais pouvoir skier, est-ce que j'ai les vertèbres de cassé, est-ce que j'ai la moelle épinière de toucher, est-ce que je vais devoir être opéré, et mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ma mère qui voulait pas que j'y aille, qu'est-ce que je vais lui dire? Enfin, tu te poses plein de questions, en fait. Et c'est un truc de fou. Et là, le médecin, enfin, arrive après 1 heure d'attente, 1 heure de questionnement, enfin bref, l'enfer. Et là, il me dit, bon, ben voilà, c'est pas très grave. Alors là, ça m'a rassuré. Mais tu as les vertèbres cassées. Et là, j'ai fondu en larmes parce que pour moi, vertèbres cassées, c'était le pire. Genre, c'était la fin, quoi. Et le médecin, super fort, il a utilisé une super comparaison qui m'a rassuré. Il m'a dit, tu as les vertèbres cassées, mais c'est pas hyper grave. En fait, c'est pas le corps de la vertèbre. Il m'a dit, c'est les épineuses dorsales. Et il m'a dit, c'est comme si un dinosaure se cassait les ailerons, là, qui les dinosaures, ils ont. Ben, un dinosaure, il se casse l'aileron, ça fait chier et tout. Mais au final, c'est pas hyper grave, quoi. Lui, il m'a dit, c'est un peu pareil. Il me dit, donc ça fait super mal, tu vas avoir enfin, pas mal de rééduc et pas mal de repos, etc. Mais normalement, t'as pas besoin d'opération et tout. Donc là, c'était super rassurant pour moi. Et du coup, ils m'ont dit, tu vas quand même passer une nuit à l'hôpital et ensuite, on va voir ce qu'on fait de toi. Il m'a dit, il y a 2 options. Ou on te rapatrie ou on t'envoie dans un hôpital spécialisé à Los Angeles. Et j'ai dit, bon, ben, c'est comment l'hôpital, etc. Enfin bref, je savais pas trop. Et donc là, il
viennent avec 3 médecins et ils viennent me présenter l'hôpital spécialisé de Los Angeles ou je sais pas quoi. Et là, les mecs, ils ont commencé à me sortir un truc. Première chose qu'ils ont dit, oui, est-ce que vous avez de l'argent? Pardon. Alors, je suis à l'hôpital, je viens de me péter les vertèbres et on vient de me demander de l'argent. J'ai pas compris. Et en fait, ils m'ont dit, non, parce que voilà, nous, on vous donnera le devis, mais c'est environ 80 000 euros. Et on vous emmène à Los Angeles avec un jet privé et vous serez dans un hôpital spécialisé où on prendra soin de vous, etc., pour une rééducation optimale, etc. Et du coup, moi, en panique, j'appelle ma mère. Je lui dis, maman, il me demande 80 000 euros, je fais quoi? Les assurances et tout. Enfin bref. Et du coup, elle m'a rassuré. Et finalement, on a appelé les assurances, etc. On a réussi à avoir un rapatriement. Et du coup, au final, non, j'ai dit, je me fais rapatrier en France et je veux pas de soins américains hors de prix. Du coup, j'ai passé la nuit à l'hôpital, à Mamos toujours, en attendant mon rapatriement le lendemain. Et l'hôpital là-bas, c'est l'équivalent d'un centre commercial en France, en fait, je pense, parce que devant l'hôpital, tu as une agence de prêt bancaire, en fait, pour voilà, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des frais financiers. Ensuite, à l'intérieur, tu as des restos, mais vraiment des beaux restos dans l'hôpital. Ensuite, l'hôpital, je me rappelle, ma chambre, c'était une chambre d'hôtel. Tu avais la grosse télé, la chambre super confort, le canapé, enfin bref, c'était super bien. Et ensuite, petit déj, je pouvais commander ce que je voulais. Repas, j'ai pris burger frites. Enfin, en fait, c'est un hôtel, les hôpitaux aux États-Unis. C'était une expérience de fou. Bref, du coup, le lendemain, l'ambulance est venue me chercher. Ils m'ont amené jusqu'à l'aéroport. Et puis là, ils m'emmènent avec un fauteuil roulant. Ils me déposent en fauteuil roulant devant l'avion. Et bon, ok, on te laisse là. Et puis, tu prends l'avion et quelqu'un va venir te prendre en charge. Ok, ça marche. Donc, hop, ils me déposent dans l'avion. Le premier avion, il faisait de Mamos jusqu'à Los Angeles. Donc, il y avait 1 heure d'avion. À Los Angeles, quelqu'un vient me récupérer avec un fauteuil roulant. Il me dépose sur une chaise en métal dans l'aéroport. Et il me dit, bon, là, t'attends ta connexion et on viendra te chercher pour ta connexion. Los Angeles, Barcelone, je crois. Sauf que j'avais 4 heures d'attente. Et le gars, il m'a laissé assis sur une chaise en métal. Et moi, je lui dis, mais je fais quoi? Non, t'attends là. Et il s'est barré. Et moi, je me suis retrouvé tout seul assis sur cette chaise en métal. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas qui appeler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les vertèbres pétées, ma minerve et tout, j'ai réussi à marcher jusqu'au centre de secours. Et je leur ai dit, les gars, je suis éclaté, j'ai 4 heures d'attente. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et au final, on m'a prêté un lit et j'ai pu dormir pendant 2 heures à l'infirmerie de l'aéroport. Et ensuite, j'ai pris ma connexion. Et je suis rentré à la maison, retrouver mes parents, ma famille. Et voilà, et j'en ai tiré une expérience assez spéciale. Et surtout, j'ai retenu qu'aux États-Unis, tout l'aspect médical des États-Unis, etc., c'est quand même quelque chose de délicat et ça fait peur. Juste avant de lancer le double cork 1440, je me suis dit, là c'est le moment, il faut le faire. Je le sens bien. Mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension. J'étais quand même pas sûr de moi en fait. J'avais de l'envie, j'avais de la volonté, mais j'étais pas sûr à 100% que j'allais le replaquer. Donc d'un côté, avec du recul et de la maturité, quand je me retrouve dans ces situations-là, je lance pas les figures. Maintenant, je sais ce qui peut se passer. Mais avant, j'étais jeune et téméraire et du coup, j'ai voulu la lancer à tout prix. Quand j'ai fait ma figure, en fait, dans ma tête, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, pour être honnête, c'est pas grand-chose parce que j'ai déclenché ma figure et au bout d'une demi-seconde, j'ai vu que ça se passait mal et que je m'étais complètement perdu. En fait, quand tu te retrouves dans cette situation, tu penses à rien. La seule chose à laquelle tu penses, c'est, entre guillemets, essayer de sauver ta peau. Et du coup, moi, j'étais en mode non, 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 non. Et du coup, j'essayais de me tourner ou de faire quelque chose je savais que j'allais m'éclater. Mais l'objectif, c'était s'éclater
en faisant le moins de dégâts possible. Et du coup, voilà, je pense à rien. J'essaie juste de sauver ma peau. Et là, en l'occurrence, je me suis contracté et je me suis un peu mis en boule et j'ai attendu l'impact. Donc après le choc, en fait, t'analyses les dégâts, quoi. T'es là, t'es par terre, t'es en train de glisser sur la réception, dos à la réception, tu glisses comme ça et tu sais que ça va pas, tu sais que t'as foiré, tu sais que t'es tombé et que tu t'es fait mal. Et puis t'attends déjà d'arrêter de glisser et de t'arrêter en bas de la réception. Et une fois que t'es en bas de la réception, tu regardes ton corps et tu vois, t'analyses, tu vois, tiens, je peux bouger mes doigts, je peux bouger mes pieds, je peux bouger mes jambes, je peux bouger ma tête, je peux respirer, je saigne pas, j'ai rien de cassé. Enfin, en fait, tu te fais ton propre diagnostic personnel déjà. Quand tu te fais une blessure, c'est toujours comme ça. Et puis ensuite, tu vois. Moi, déjà, mon diagnostic personnel, c'est que ça allait très bien à peu près partout. Sauf que j'avais une forte douleur au niveau des cervicales et que pendant une demi-seconde, j'ai pas pu bouger mes pieds. Et là, ça a vraiment été dur et ça m'a vraiment fait peur. Sur le coup, foirer une figure, alors que c'était un peu le voyage, quand j'étais jeune, le voyage de mes rêves, un petit objectif, c'est frustrant parce que tu te dis, ok, en fait, mon voyage de mes rêves, c'est pas du tout ça. Donc déjà, c'est frustrant et puis ça fait une petite remise en question. Je me demande, est-ce que ça vaut le coup et est-ce que en fait, voilà. Et en fait, je me suis recentré sur mes objectifs, sur mes rêves et je me suis dit, en fait, l'objectif, c'est pas d'aller quelque part ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi de profiter et de faire ce que t'aimes. Et puis peu importe où que ce soit, avec qui que tu sois, il faut faire ce que t'aimes et vraiment faire attention parce que même un rêve, même un objectif, ça peut se transformer très rapidement en cauchemar si tu t'écoutes pas. Aujourd'hui, pour éviter ce genre d'accident, en fait, maintenant, par rapport à mon expérience personnelle, j'arrive à reconnaître à analyser et à écouter mes sensations et tout ce qu'il y a autour. Aussi, les conditions météo qui sont importantes. Il faut toujours le faire quand les conditions sont optimales, si c'est une figure qu'on maîtrise pas très très bien. Et ne pas trop en vouloir aussi. Parce que là, c'est vrai que j'en voulais trop et j'ai vraiment poussé le truc parce que je savais que je pouvais faire un résultat. Mais c'est vrai que des fois, il vaut mieux rester dans la sécurité et faire dans le temps que plutôt se jeter au casse-pipe, comme on dit, pour faire une figure de fou, mais que t'es pas sûr de réussir et puis au final, tu vas peut-être tout perdre. Donc maintenant, pour éviter ce genre de blessure, il faut vraiment s'écouter. Et après, c'est des expériences, tant que tu les as pas vécues, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Des fois, on en veut trop et puis c'est comme ça qu'on se fait mal généralement. C'est quand on essaye quelque chose qu'on maîtrise pas. Maintenant, pour éviter ce genre de blessure, je m'entraîne beaucoup et une figure, je vais la répéter presque 200 fois avant de vraiment la mettre sur la neige. Retrouvez le meilleur du ski sur Skieur Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skieur.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glisse Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skieur Magazine.